Bonjour à toutes et à tous. Donc le thème de notre rencontre aujourd'hui, le zéro artificialisation nette. Lausanne suscite de nombreuses interrogations. Et le but de cette matinée, c'est justement d'y répondre et de montrer par l'exemple que des solutions existent, notamment ici par la Cornouaille. C'est ce que nous montrerons nos différents intervenants. Nous parlerons du contexte, de l'actualité des SCOT. Nous ferons un point régional. Nous verrons aussi la vision des services de l'État qui est importante, avec un temps d'échange où vous pourrez poser vos questions, apporter vos commentaires. Nous aurons ensuite une mini-conférence sur le thème « Faire mieux avec moins » pour une frugalité heureuse en aménagement, car c'est tout à fait conciliable. Là aussi, un temps d'échange. Et puis, un panorama de solutions avec différentes démarches entreprises, notamment dans le Finistère, un temps d'échange et des perspectives. Et tout de suite, pour ouvrir cette matinée d'échange, Marc Andreau, vice-président de Quimper Cornouailles Développement, puisque c'est QCD qui organise cet événement. Bonjour à tous. Merci d'être là. Merci d'être à cette matinée de travail qui s'inscrit pour QCD, donc en tant qu'agence d'urbanisme et de développement de Cornouailles, dans un processus qui a été engagé il y a déjà quelques mois et qui vise à, j'ai parfois envie de dire conscientiser, enfin d'expliquer, d'illustrer, et puis de donner des pistes pour mettre en œuvre la politique de sobriété foncière que la loi nous oblige à mettre en œuvre. Je préfère dire la sobriété foncière que la loi nous oblige à mettre en œuvre que le zéro artificialisation nette demain matin. Parce que si on présente les choses comme ça, c'est sûr que ça fait peur. Parce qu'on ne voit pas comment on y arrivera. Donc, c'est la sobriété foncière que la loi nous oblige à mettre en œuvre vers la zéro artificialisation qu'on nous demandera en 2050. On a commencé par une première série de réunions de ce type qui fixait plutôt le cadre juridique et le cadre technique de mesure de ce que ça peut être la consommation foncière et la zéro artificialisation. Donc c'était l'objet donc de réunions qui ont eu lieu, c'était avant l'été, hein. Et donc il y en a eu deux, puis une troisième qui a été rajoutée pour que l'on puisse toucher au maximum tous les élus et techniciens directement concernés par ces enjeux. Aujourd'hui, on passe à une seconde phase qui est celle d'illustrer par des exemples ce que l'on peut faire, les pistes de réflexion pour amener chacun à réfléchir à ce que l'on peut faire dans ce cadre. Et il y aura une troisième phase qui visera plutôt à donner vraiment des pistes de travail et de voir comment, à partir aussi donc, des mesures qui auront été faites sur le MOS, la mesure de l'occupation des sols, quelle piste de travail on se donne pour inscrire cette démarche dans nos SCOT, pour après donc les décliner dans les PLU ou PLUI. Donc voilà la démarche que l'on suit. On en est donc à la deuxième série pour illustrer. On en aura sans doute une autre réunion comme celle-ci, hein, qui aura sans doute lieu prochainement. Et puis les dernières seront au printemps. Voilà comment c'est prévu. Et donc l'agence joue tout à fait son rôle quand elle organise ces réunions. Avant donc de laisser la suite, je tiens à remercier quand même d'abord la ville de Douarnenez pour nous accueillir ici. Je tiens aussi à remercier la direction départementale des territoires et de la mer pour avoir aidé à la préparation de cette réunion et pour y contribuer de façon significative. Et je vous laisse maintenant la parole, sachant que tout à l'heure, je changerai un peu de casquette pour que vous ne soyez pas surpris. J'interviendrai non plus en tant que vice-président de QCD, mais en tant que président d'un bailleur social, à savoir l'OPAC Quimper Cornouailles. Merci Marc Andreau. Et donc à tout à l'heure, nous vous retrouverons effectivement dans la dernière partie.
Nous allons tout de suite parler de l'actualité des SCOT avec la conférence des SCOT et l'Interscot. J'invite Florence Chrome, présidente du SIOCA, le syndicat intercommunautaire Ouest Cornouailles Aménagement, et vice-présidente de Douarnenez Communauté, à me rejoindre sur le plateau pour faire un point justement sur ces SCOT et l'interface entre SCOT et sobriété ou zéro artificialisation nette. Je vous donne le micro. Merci. Bonjour à tous. Oui, alors un petit point sur l'actualité de la conférence des SCOT. Marc l'a précisé. On s'était vu la dernière fois dans ce format en juillet dernier. Alors depuis juillet, il y a eu un certain nombre de choses qui se sont passées. La conférence des SCOT a continué de se réunir, de travailler. D'abord peut-être préciser que sur cette conférence des SCOT, elle avait commencé à travailler en amont du délai obligatoire, hein, histoire de se donner le temps aussi de la réflexion et de pouvoir associer largement. Alors en octobre, donc dans le délai prévu par la loi, une contribution de cette conférence qui réunit les 26 syndicats porteurs, les 26 structures porteuses de SCOT à l'échelle de la Bretagne, a rendu en fait sa copie en quelque sorte à la région Bretagne, et une contribution sur laquelle la région derrière va pouvoir travailler, et je crois qu'on nous en parlera tout à l'heure. Alors avec une première réunion de travail pour partenariat région SCOT qui se fera demain. Voilà, hasard du calendrier, hein, ces deux réunions ont été prévues en parallèle et elle aura lieu demain. Alors, pris un certain nombre de notes parce que pour revenir sur cette contribution, donc là, ça a été rappelé, il y a le premier palier de la loi qui est de 2031. Je ne sais pas si le nom du diaporama diffuse. Pardon. Ah ouais, ok. Voilà, donc ça c'est le premier palier de la loi, c'est 2031. Et l'objectif de réduction de consommation foncière de 50% par rapport à la décennie précédente. Donc, sur cet objectif, la conférence des SCOT prévoit deux éléments. D'abord, de définir un certain nombre de critères pour les projets d'envergure, dits d'envergure régionale ou nationale. La loi prévoyait qu'on puisse en fait avoir une liste de projets. Le choix qui a été fait par la conférence des SCOT, c'est de ne pas lister des projets parce que ça pouvait être assez réducteur et assez piégeux finalement parce que on pouvait oublier quelque chose. C'était pas impossible. Donc le choix a été fait de définir un certain nombre de critères et qui serviront, enfin c'est en tout cas ce qui est proposé aux conseillers régionaux, qui serviront à évaluer si ce critère répond bien, si ce projet répond bien aux critères d'envergure régionale ou national. Parmi ces critères, il est question de consommation effective engendrée par ces projets, c'est-à-dire que ce sont des projets dont la consommation foncière serait pénalisante pour le territoire qui les accueillerait. Le fait qu'ils répondent aussi à des besoins vitaux pour la région. Alors les besoins vitaux, ça concerne notamment le cycle de l'eau, ça va concerner la santé, ça va concerner les déchets, ça va concerner les mobilités, l'alimentation. Ceci dit, il ne suffit pas d'avoir un projet dans ces thèmes-là pour être qualifié de vital, mais en tout cas, tous les projets qui ne relèveraient pas de ces enjeux-là ne seront pas qualifiés de vitaux. En gros, si on veut caricaturer, on va dire qu'un parc d'attractions, ce n'est pas vraiment vital, donc il ne relèvera pas de ces projets d'envergure régionale ou nationale. Qu'il soit opportun et notamment au regard des objectifs qui ont été fixés déjà par le SRADET, et enfin qu'il soit mûr, ça veut dire qu'il puisse être lancé dans un délai raisonnable et qu'il ne bloque pas ainsi de futurs projets. Alors, ces projets d'envergure, l'idée, c'est d'avoir, au sein de la consommation foncière qui sera allouée à la région Bretagne, qu'il y ait une enveloppe qui soit réservée à ces projets de manière à mettre en place une sorte de mécanisme régional qui viendra faire en sorte que le territoire sur lequel il va s'implanter, je pense, si on prend une infrastructure, par exemple, de mobilité type la RN 164, avec une consommation foncière qui est importante, que ça ne pénalise pas seulement les territoires de SCOT sur lesquels ce projet aura lieu.
Une fois que cette enveloppe régionale aura été déduite, il va rester une enveloppe de foncier qui sera à disposition pour l'ensemble des SCOT. Et là aussi, la conférence des SCOT fait des propositions à la région de territorialisation de cette enveloppe. Juste pour rappel, parce que je ne crois pas que ça a été dit, sur la décennie précédente, l'estimation au niveau de la consommation foncière sur la région Bretagne, on était à 18 000 hectares. Donc voilà, si on fait un calcul mathématique simple, on arrive plus ou moins à 9 000 hectares pour la décennie 2021-2031, tout en rappelant que le compteur est déjà parti. Donc pour cette territorialisation, la conférence des SCOT propose de tenir compte en fait des efforts passés en termes de sobriété foncière, soit parce qu'il y a eu donc sobriété foncière pour des territoires qui ont été vertueux, ou parfois aussi finalement pour des territoires qui peut-être étaient moins attractifs, en tout cas que la consommation foncière a été moindre dans certains endroits, mais pas regarder seulement sur le terme de consommation, mais de regarder aussi, et ça demande une approche qui sera certainement plus fine, de voir quelles sont les densités de construction qui ont été mises en place sur ces différents territoires. De tenir compte aussi d'une armature régionale qui pourrait être un support d'un rééquilibrage à l'échelle de la Bretagne, un rééquilibrage notamment Est-Ouest, mais aussi Centre-Bretagne et région littorale. Tenir compte aussi des capacités d'accueil du territoire, parce que ça c'est important, on n'a pas tous sur l'ensemble de la Bretagne les mêmes capacités d'accueil. Alors, la capacité d'accueil en matière d'alimentation, en matière de production d'énergie, en matière de la biodiversité, en matière d'approvisionnement en eau. On sait que c'est une question qui est très importante chez nous. Et tout en mettant aussi là en avant une solidarité qui est nécessaire à l'échelle de la région. Hein, ça, c'est le maître mot en fait qui a tenu l'ensemble des débats de la conférence des SCOT. C'est de mettre en place des mécanismes de solidarité. C'est pas, voilà, on veut un développement qui soit équilibré à l'échelle de la Bretagne. Enfin, le souhait aussi d'avoir un référentiel foncier qui soit harmonisé à l'échelle de la Bretagne. En gros, qu'on ait une méthodologie qui soit la même et qu'on compte tous de la même façon. Et aussi, alors, en parallèle des souhaits, des attentes, d'avoir un outil, la mise en place d'un outil commun, le besoin de travailler aussi sur des outils fiscaux, des outils financiers qui soient favorables à cette sobriété, des soutiens aussi en ingénierie, mais je pense que ça, ce sera abordé par la DDTM notamment. Le souhait d'engager un travail collaboratif sur le long terme avec la région, et ça on a déjà un accord sur ce sujet-là, donc avec d'accompagner la région tout au long de la mise en œuvre du SRADET, et aussi la volonté d'associer largement, depuis la mise en place de cette conférence des SCOT, le souhait a été fait et réalisé d'associer des représentants des maires et des représentants des intercommunalités. Donc, au sein de cette conférence des SCOT, et ça c'est une volonté au niveau de la région Bretagne, on a des représentants de l'AMF et de la DCF. Pardon. Il manque l'association des maires ruraux. La MRF, oui. Ouais. Ouais. La présidente de l'association des maires ruraux du Finistère souligne un manque. Ouais, voilà. Des mécanismes de solidarité, ça passe déjà par là. C'est tout. Bon. Au PROACT, et ce sera fait remonter, voilà, donc d'associer les AMRF, enfin en tout cas un représentant des AMRF Bretagne à ce travail. Mais voilà, il y a quand même des représentants des maires, et dans les AMF, il y a aussi des maires ruraux, donc ça n'exclut pas. Hein, voilà. Mais Les maires ruraux qui assistent aux réunions, tout simplement. Et ce qui se passe dans les communes rurales n'a rien à voir avec la ville. non, mais Donc quand on parle de solidarité, c'est exactement, voilà, on a la globalité. ouais. Bon, je crois que vous avez un point à voir avec la présidente C'est de ça. l'association des maires ruraux du Finistère.
Nous avons écrit à Loïc Chéné-Girard, avec mes homologues des autres départements, nous l'avons rencontré le 19 décembre pour aborder ce sujet, voilà, tout simplement. Bon, donc la demande a été faite au président du conseil régional. Voilà. Bon, nous verrons la suite. Oui. Alors, juste pour terminer aussi rapidement sur des réunions qui ont eu lieu en parallèle avec donc le préfet de région, justement pour avoir aussi le point de vue des services de l'État sur la manière de décliner les objectifs de la loi et la manière dont l'accompagnement peut être fait, et d'avoir aussi une harmonisation à l'échelle des 4 départements donc qui en relèvent. Donc on a eu un retour en fait des services de l'État qui nous proposent une position harmonisée des 4 DDTM, des 4 DDTM bretonnes, avec un certain nombre de précisions, notamment concernant tous les documents d'urbanisme qui sont aujourd'hui sur la table. Premier point, c'est qu'au moment de l'avis sur les projets arrêtés des documents, un avis défavorable systématique, je dis bien, c'est bien noté systématique, sera donné si le principe de modération de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers n'est pas atteint. Un même avis défavorable sera également porté si le projet compromet la mise en œuvre des objectifs par le SRADET et le SCOT. Ça veut dire, concrètement, si on est sur un PLU ou un PLUI, dont la consommation foncière serait excessive par rapport à son territoire de SCOT, ou serait excessive par rapport au SRADET de la région Bretagne. Au moment du contrôle de légalité, il y aura un déféré uniquement si l'objectif de modération de cette consommation des ENAF n'est pas atteint par rapport à la décennie précédente. Voilà, donc ça c'est la doctrine telle qu'elle nous a été, transmise et qui sera aussi transmise à l'ensemble des mairies. Il souligne aussi la volonté des services de l'État de mettre en action un volet d'accompagnement et de sensibilisation des élus et d'avoir une approche collective des projets et des besoins. En partant du principe qu'il faut que les mairies au sein de chaque EPCI, même en l'absence de PLUI aujourd'hui, fassent remonter les projets et les besoins, que ces mêmes projets et besoins soient remontés au niveau des SCOT, ce qui permettra en fait d'avoir une démarche ascendante des projets et des besoins, qui devrait, si on est dans un monde où tout se passe bien, rejoindre la démarche descendante, qui est celle de la loi, qui va vers le SRADET et qui descend vers les SCOT. Et là, on se rencontrera et on arrivera normalement à atteindre les objectifs qui nous sont fixés. Une rencontre heureuse. Exactement. Bon, eh ben, souhaitons-le. Merci Florence Cronk, vous restez avec nous. Nous allons être rejoints par Corinne Abivin, qui est chargée de développement territorial à la région Bretagne. Et elle va nous dire comment, à la région, le schéma régional d'aménagement, le SRADET, va intégrer le ZAN. Corinne Abivin, je vous invite à prendre le micro et vous allez nous en dire plus justement sur les interactions entre SRADET et ZAN. Oui, je vous remercie. Bonjour à tous. Donc effectivement, la région, elle a... Merci beaucoup. Elle est directement et pleinement concernée aussi par le ZAN, vous l'avez compris, puisque la loi climat et résilience l'oblige à modifier son SRADET, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Et très concrètement, elle a 1 an pour aboutir à ce travail et avoir son schéma régional modifié. Donc on va voir qu'est-ce qui va se passer dans 1 an et qu'est-ce que doit intégrer effectivement la modification du SRADET. Alors, pour rappel et en quelques mots, juste pour vous rappeler ce qu'est ce fameux SRADET, donc il a été institué par la loi NOTRe en 2015 et il a été adopté en Bretagne en 2020
Le Conseil régional l'a adopté donc en décembre 2020. Et le SRADET, en fait, au-delà de l'aménagement du territoire, c'est vraiment un document de planification transversale qui embarque différentes thématiques qui traitent d'environnement, qui traitent de préservation, de gestion des déchets, qui traitent de pollution de l'air, qui traitent de préservation de la biodiversité. Donc au-delà des sujets d'aménagement du territoire et puis de gestion économe de l'espace, qui est quand même un objectif fondamental du SRADET, on est vraiment sur un document très intégrateur et très transversal. Le SRADET, il est opposable. Dans la hiérarchie des normes, il s'impose au SCOT notamment. Il s'adresse directement au SCOT. Et d'ailleurs, en fait, la règle principale qu'il adresse au SCOT, il leur dit la priorité, c'est le renouvellement urbain. C'est effectivement la ressource foncière prioritaire, c'est le renouvellement urbain. Donc c'est déjà ce que dit le SRADET aujourd'hui, le SRADET tel qu'il a été adopté en 2020. Donc effectivement, cette question de réduction de la consommation foncière, elle n'est pas totalement nouvelle, même si elle est renouvelée avec le ZAN et avec la loi climat et résilience. Mais ce que dit le SRADET actuel, donc depuis 2020, et je rappelle aussi que le SRADET a fait l'objet d'une très très large concertation. Pendant 2 ans, il y a eu la BRAISCOP avant que le SRADET soit adopté par le Conseil régional. Ce que dit le SRADET en fait dès aujourd'hui, c'est qu'en fait, il fixe une trajectoire de réduction de la consommation planifiée, donc division par 2 d'ici 2031, pour qu'en 2040, on n'ait plus de planification de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers dans les documents d'urbanisme. Donc on parle bien de consommation planifiée. La loi climat-résilience, telle qu'elle a été votée en 2021, elle porte des objectifs différents qui, du coup, imposent de modifier le SRADET. Ce que la loi climat-résilience dit, ça a déjà été dit par Florence Crom, c'est effectivement cette division par 2 de la consommation effective d'ici 2031, donc, et pour aboutir à une zéro artificialisation nette en 2050. Donc pour ce faire, très concrètement, la région, elle a lancé la modification de son schéma d'aménagement en décembre 2021. Et là aussi, pour rappel, comme je vous le disais, on est sur un document très intégrateur, très transversal. Cette modification, elle concerne un périmètre plus large qu'uniquement le zéro artificialisation nette. Cette modification, elle va aussi traiter de la gestion du trait de côte, elle va traiter de la neutralité carbone. Et globalement, en fait, la modification du SRADET doit prendre en compte toutes les nouvelles dispositions réglementaires et législatives. Donc bien évidemment, dans la modification là, qui va nous occuper pour l'année à venir, c'est quand même le ZAN qui occupe une large part de la modification et puis qui occupe aussi beaucoup tous les esprits parce qu'il y a des modifications très importantes et un changement de modèle aussi, tout simplement, qui nous impacte tous. Et donc, cette modification, elle doit adapter la trajectoire régionale aux dispositions donc, de la loi climat-résilience, je ne reviens pas dessus, période de référence 2011-2021, pour une réduction de 50% donc, sur la période 21-31 et l'objectif final en 2050. Et la modification doit aussi territorialiser les objectifs du ZAN. Et donc, c'est finalement le filtre SRADET qui va permettre d'éviter entre guillemets, une application brutale de la loi sur les territoires. Mais la région de Bretagne, elle a vocation à travailler beaucoup plus finement, et notamment en travaillant avec les SCON, comme elle a déjà commencé à le faire et comme elle va continuer à le faire, pour territorialiser finement ses objectifs en différenciant les territoires. Alors, pour faire tout ça, on s'inscrit donc dans un planning très serré pour la région dans un premier temps et puis pour l'ensemble des territoires, pour les SCOT et les communes EPCI dans un second temps.
Donc, comme je vous le disais, le délai prévu par la loi, c'est le 22 février 2024, donc dans un an à peu près, pour que la région modifie son schéma. Et là, la prochaine étape qui va s'ouvrir pour la région, elle commence aujourd'hui, enfin elle commence même très concrètement demain, où elle va ouvrir une période de concertation. Elle va travailler la région avec les 26 côtes de Bretagne pour territorialiser et arriver à définir des enveloppes de consommation régionale par grande partie du territoire. Donc là, c'est le travail qui va occuper la région jusqu'au mois de juin. Au mois de juin, elle va arrêter son schéma. Ensuite, va suivre toute une période de consultation des différents partenaires et également de la population pour aboutir, donc pour essayer de tenir ce délai de février 2024. Et ensuite, ce seront aux SCOT, donc de tenir le délai de 2026, puis ensuite les communes et EPCI en 2027. Donc cette territorialisation du ZAN, il y a déjà effectivement des principes qui émergent. Je ne vais pas revenir trop précisément dessus parce que ça a déjà été très bien décrit par ailleurs. Mais effectivement, les décrets d'application déjà posent des principes où effectivement la territorialisation devra prendre en compte la préservation de la biodiversité, devra prendre en compte le potentiel foncier mobilisable en renouvellement urbain. Il devra également tenir compte de l'équilibre des territoires, tenir compte des polarités sur le territoire, et puis des dynamiques démographiques et des dynamiques économiques prévisibles. Donc ça, c'est des premiers principes qui sont fixés par décret. Et à ces principes-là se sont ajoutés, en tout cas la région ajoute, les principes proposés par la conférence des SCOT. Donc la conférence des SCOT, effectivement, a remis sa copie à la région en octobre. Donc ça, c'était effectivement la loi aussi qui dictait ce mécanisme. Et donc, effectivement, la conférence des SCOT propose de tenir compte aussi, je ne reviens pas dessus, mais donc des efforts passés, du potentiel mobilisable, des capacités d'accueil, et puis de définir cette armature régionale et pour parvenir à un rééquilibrage. Et donc vous voyez aussi la proposition de travailler sur des critères pour définir quels seront les projets d'envergure régionale et définir quelle sera cette enveloppe régionale qui du coup sera décomptée des droits à consommer qui seront disponibles en Bretagne. Et donc là, on est sur ce calendrier de travail de janvier à juin. 3 temps de travail sont prévus avec les SCOT. Donc ça, c'était une volonté donc, des SCOT de continuer à travailler avec la région. Et le président de la région a répondu favorablement, bien évidemment, pour poursuivre ce travail en commun. Et donc, dès demain, la région et les 26 SCOT vont travailler à réfléchir, à transformer ces principes-là qu'on a énoncés en critères. Quels sont les critères effectifs et opérationnels qu'on prend en compte pour territorialiser sur la Bretagne. Puis ensuite, il faudra réfléchir à l'importance entre ces différents critères et les pondérer. Et puis, pour aboutir en mai, très concrètement, à une territorialisation chiffrée, sachant qu'en mai, on pourra aussi se baser sur les données du MOS, le mode d'occupation des sols, qui sera livré pour la mi-mars. Et donc là, peut-être une dernière slide conclusive avec un visuel tout simplement en fait qui montre que la densité recherchée et qu'on doit tous rechercher peut prendre des formes urbaines très très différentes. Et qu'au-delà des documents d'urbanisme et qui vont devoir être modifiés, il y a tout un travail sur les projets urbains à venir. C'est un changement de modèle dans les projets urbains qui s'impose à nous tous et qui va être l'exercice commun qu'on va avoir à mener pour transformer le projet urbain et puis transformer ce qui sera notre paysage dans les années à venir. Voilà, je m'en tiendrai
je m'en tiendrai là. Merci Corinne Abiva, vous pourrez répondre naturellement à des questions tout à l'heure. La parole de l'État est bien entendu attendue. J'invite tout de suite Stéphane Buron, le directeur de la DDTM, la Direction départementale des territoires et de la mer du Finistère, à nous rejoindre, à prendre place et à nous apporter quelques éléments sur la vision de l'État, des services de l'État, sur la mise en place du zéro artificialisation nette. Merci, c'est moi qui ai récupéré la casquette au final. Les notions on appuie quelque part sûrement. Voilà, les notions de sobriété imposée, telles que ça nous a été évoqué, dans le fondement, ne sont pas très nouvelles, puisque je vous renvoie sur le premier article du Code de l'urbanisme, tout premier, territoire, patrimoine commun de la nation. Donc il y a une nécessité d'avoir une vision économe de ce sujet. Maintenant, par rapport à ce qui existait avant, la notion de sobriété, elle est quantifiée. Et c'est là que les ennuis commencent, parce que quantifier, ça veut dire que quand on arrive au bout du quota, eh bien, c'est fini. Il y a un mur. Alors, ça génère un certain émoi, évidemment, parce que la question se pose, comment va être réparti, comment va être territorialisé cette espèce de quota, d'autre part, et deuxièmement, comment les services de l'État vont faire pour le faire appliquer. Donc là-dessus, on est sur des sujets donc, qui sont relativement anciens. On a une compétition entre les différentes utilisations des sols et puis une évolution qui se fait à sens unique. Le territoire, c'est aussi une donnée fossile. Une fois qu'on l'a consommée, elle est consommée. Et qui se fait du bas vers le haut. Le schéma à droite, alors c'est une modélisation de brillants chercheurs qui estiment pour un certain nombre d'enjeux, entités nouvelles, changement climatique, intégrité, voilà, vous avez les enjeux qui sont répartis autour, que la consommation d'espace va avoir un impact sur ces enjeux et générer, comment dire, on estime qu'on peut aller tant qu'on a le droit de consommer, tant qu'on reste dans le cercle entièreté ici. Voilà, il faut se méfier de ce genre de modélisation, mais ça permet quand même d'illustrer le sujet, comme quoi on a déjà passé un certain nombre de caps et on a déjà largement consommé notre dotation. Alors, les sujets de consommation, ils sont de limites de consommation, ils sont connus et mis en œuvre. Vous avez ici en orange l'enveloppe artificialisée avant 2011, et puis les points roses, c'est entre 2011 et 2022. Alors, je ne vais pas chercher à comparer, évidemment, on a un biais de recrutement sur les deux parties, mais ça permet quand même de voir qu'il y a des consommations qui sont relativement limitées. Alors, ça reste très relatif, surtout dans le sud du département, mais c'est quand même relativement limité, et qui sont localisées. Elles ne sont plus complètement dispersées ou éclatées, elles sont localisées avec un certain pragmatisme, et le fait est que le sujet est déjà pris en compte. Le ZAN, on vous l'a déjà expliqué, tel qu'il va se présenter, il est résumé sur le schéma suivant. À titre d'illustration, on vous a placé dans la bande grise les mandats pour les élus du bloc communal. Ça permet de donner quelques références. Vous avez une période de référence qui est la période en jaune qui est ici, avec les 18 000 hectares qui vous ont été évoqués tout à l'heure. Et puis, sur cette partie-ci, limitation à la consommation de 9 000 hectares. Et puis, ici, on arrive au terme au zéro artificialisation nette. Alors, ce qui a déjà été dit aussi, mais j'insiste dessus, c'est que le décompte, il a déjà commencé. Donc, on a un certain nombre de réactions. Ce que nous voyons au titre de l'instruction des documents d'urbanisme, c'est une certaine tendance à aller vers l'ouverture d'espace, quelquefois un peu exagérée. Je reçois avec le préfet un maire d'une commune du département cet après-midi qui veut passer de 2 AU en 1 AU, 30 hectares pour une commune de 5 000 habitants, pour pouvoir faire du logement, avec un taux de croissance espéré très largement supérieur à... Voilà. Donc, c'est pas le seul cas. Actuellement, on en a pas mal. Donc, on a vraiment un sujet. Alors, celle-là, on vous l'a mise parce que c'est exactement ce qu'on veut pas.
Hein, en général, quand on parle de la consommation d'espace, on nous dit oui, mais vous voulez tout bétonner, vous voulez des tours, vous voulez des... Voilà. Un peu comme la représentante du conseil régional disait tout à l'heure, pour une même densité, on peut avoir différentes formes urbaines. Bien, voilà, ça, ce sont les formes urbaines dont nous, côté État, on ne fait pas les promoteurs. Hein, voilà, donc je désamorce tout de suite ce qu'on peut nous reprocher éventuellement. Ici, vous avez le cheminement habituel de l'urbanisation telle qu'elle se fait dans les communes du Finistère depuis quelque temps. Vous avez une superbe parcelle. On va garder la haie parce que ça fait toujours bien, puis c'est plus vendable au niveau du contrôle de légalité. Derrière, on demande à un géomètre de faire un superbe carboyage tel que vous le voyez ici. Et puis, ça évolue comme ça. Alors, la photo n'est pas tout à fait exacte. Normalement, il y a 2 voitures devant la maison. Mais autrement, c'est exactement ça. Alors, quand je vous disais qu'il y a une évolution, une prise en compte de la consommation d'espace, on voit maintenant de l'individuel groupé ou du collectif qu'on ne voyait pas avant. Donc, il y a effectivement une recherche d'efficacité qui est tout à fait réelle. Par contre, on est sur un dispositif de grignotage où on va continuer à s'écarter, à manger du foncier, avec des impacts en termes géographiques fonciers, des impacts en termes sociaux, en termes de relations entre les habitants, des impacts en termes d'accès aux services, enfin toutes ces choses qui font que l'urbanisme est une science un peu complexe. Il existe des solutions. Ça, ce sont des exemples de solutions. Alors, autant on a pas mal de solutions sur le logement, hein, vous les verrez. Dans le petit document qu'on vous a remis à l'entrée, on vous a mis un super petit document de quelques pages avec des photos splendides. Vous aurez d'autres exemples de ce qui peut se faire. Donc voilà, on est moins calé pour l'instant, on est moins bon, je trouve, sur la partie entreprise, hein, sur la partie regroupement d'entreprises, formes urbaines là-dessus. Il y a des pays où on arrive à des densités de 42% des surfaces d'activité qui sont occupées par du bâtiment. En France, on est plutôt 17-18%. Hein, on n'est pas top là-dessus et on n'a pas une bonne vision. Mais ce sont des choses qui vont évoluer, je ne doute pas qu'on évoluera. Donc les solutions sont possibles, hein, certaines existent déjà, mais à condition de se remettre, de refaire son câblage. On est sur une évolution intellectuelle qui est forte. Du fait de la temporalité des 10 ans et du quota, elle est violente et elle nécessite un gros exercice sur soi-même. C'est le travail de fond. Mais on n'est pas tout seul. Hein, c'est aussi un jeu collectif. Et là-dessus, vous avez, avec les différents partenariats qui sont illustrés ici, vous avez des possibilités de s'ouvrir et d'avoir une autre vision de ce qu'est l'urbanisation. Hein, l'exposition que vous avez à l'entrée vous donne un certain nombre d'exemples qui ne sont pas inintéressants. Donc, on est face à un double défi. Le premier, la flèche en rouge, oui, en rouge. J'ai des problèmes avec les couleurs, excusez-moi. C'est l'enjeu de décroissance, hein, avec la nécessité d'arriver à cette notion de quota diminuant et arrivant à la sobriété imposée. Et puis le deuxième, c'est la mise en place des mesures, des méthodes alternatives qui existent déjà et qui peuvent apporter les résultats qu'il faut. Révolution intellectuelle, travail collectif, ce sont un peu les 2 termes que je donnerai pour conclure. Merci, nous arrivons au temps d'échange. Déjà, un certain nombre de détails, d'explications, de précisions vous ont été donnés. Donc le micro va circuler, vous avez des questions, des demandes de précision, des commentaires. La parole est à vous, le micro est disponible. Je vous invite à lever la main et à vous présenter lorsque vous souhaitez intervenir. Pas de questions pour l'instant. Florence Crom, il va quand même falloir sortir d'une certaine logique de concurrence entre communes qui a prévalu pendant quand même très longtemps. Oui, c'est ce que vient de dire monsieur le directeur des ETM. C'est un travail qui ne peut être réussi que s'il y a un travail collectif. Et même au-delà, s'il y a une transparence en fait au sein déjà à minima des communautés de communes et puis au niveau des syndicats de
Scott et au niveau de la région Bretagne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans cette économie de foncier, il ne faut pas que ce soit le premier parti, j'ai envie de dire que ce soit le premier parti qui emporte la mise. Hein. C'était dit, et on le voit, il y a aussi aujourd'hui beaucoup de projets qui sont posés. On a l'impression qu'un certain nombre de professionnels, d'ailleurs de l'immobilier, posent un certain nombre de jalons, avec des projets qui sont pas toujours les plus vertueux, qui pourraient sans doute, en se donnant le temps de la réflexion, permettre d'avoir d'autres objectifs de densité. Mais ça peut se faire aussi que lorsqu'il y aura un travail en commun entre les différentes communes. Et entre notamment les communes urbaines et les communes rurales, comment on trouve un équilibre sur le territoire et comment on aménage le territoire. Parce que ce n'est pas seulement la question de la densification, de la consommation, on est vraiment sur des questions d'aménagement du territoire. Merci. Avez-vous des questions ? Oui, deux mains se lèvent. Alors, le micro va vous être apporté. Alors, je vous invite à relever la main, merci. Le micro va vous être apporté. Et je vous invite... monsieur, ça ne sera pas vous au début. Hein. Si, finalement, vous avez failli voir le micro vous passer sous le nez, mais non, il vous revient bien. Et nous vous écoutons. Oui, ma question, mais ça rejoint un peu ce que vous venez de dire. Je suis Didier Leroy, maire de Plogonec. Toutes nos communes ont des projets en cours. On travaille tous là, sur des projets. On y passe un peu de temps, on y dépense un peu d'argent. Je me pose la question de savoir si à un moment on ne va pas nous dire stop, vous avez fait tout ça pour rien, quoi, parce que ça m'ennuierait, sincèrement. Encore une fois, parce qu'on y passe du temps et qu'on y dépense parfois de l'argent. Donc sur des modifications de PLU, par exemple, ou des choses comme ça. Voilà. Que faire pour les projets en cours ? Qui souhaite répondre de vous trois ? Je me doutais que c'était vous. Il y a une phase transitoire de toute façon qui va être compliquée à gérer. On a fait 3 parties dans le schéma. Le schéma que vous avez présenté, Madame Avivin, montrait bien qu'il y a encore un an pour modifier le SRADET, qui est opposable, mais pour l'instant, il n'y a rien d'opposable. On a un an de plus ou 2 ans de plus, 2024, 25, 26, 25, pour les SCOT et 26 pour les PLU. Je crois que c'est ça, 26-27, presque. 26-27. Donc ça veut dire qu'en fait, vous n'avez rien d'opposable avant qu'on ait terminé tout ça. Et en 26-27, on ne sera pas loin de 31, on aura déjà consommé les 9000. Enfin, vous voyez. Donc ça veut dire que ça ne peut se gérer que parce que les projets que vous allez engager, vous allez déjà vous serrer la ceinture. Vous allez déjà avoir... Vous ne pouvez les engager qu'à partir du moment où vous avez... une consommation qui est des plus limitées, du renouvellement. Et nous, on va être empoisonnés au titre du contrôle de légalité derrière, parce que comment vous dire que vous ne respectez pas les règles ? Et en fait, on doit pouvoir le faire que par référence à la loi et aux principes de la loi qui sont applicables d'emblée. Mais très clairement, sur les projets que vous avez, évidemment que vous en avez, ils ont d'autant plus de bonnes chances d'arriver qu'on est sur des projets de renouvellement urbain, avec tous les curseurs qui vont bien derrière. Mais on a un projet de création ex nihilo d'une zone d'activité économique près d'une route nationale de 20 hectares, comme ça, paf. C'est peu probable que le dossier arrive rapidement à maturité. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut le prendre, mais très clairement, là, on est dans une difficulté en termes de pilotage qui est tout à fait réelle, oui. Nous avons une deuxième question à la fin. Vous avez le micro, c'est à vous. Oui, merci Philippe Audurier, donc président de l'EPCI de Douarnenez Communauté. Première chose, donc, je note comme tout le monde, bien sûr, qu'il y a un besoin de travailler ensemble, dans la transparence surtout, de manière à ce que tous les projets puissent être remontés à minima au niveau des EPCI, mais également des SCOT. Mais je trouve que depuis le début, il y a une notion qui n'est pas très mise en valeur, mais qui concerne non plus la notion d'artificialisation, mais le bien-être d'habiter dans nos régions. Et je trouve qu'on ne met pas assez l'accent aujourd'hui, et on n'encourage pas suffisamment les maires, peut-être, à regarder un peu plus
le fait d'aller vers de l'habitat léger, par exemple. Parce qu'il y a une demande de la population, de la jeune population, à aller vers justement de l'habitat léger qui ne va pas artificialiser les terres. Et puis également, donc, rebattre un peu les cartes aussi pour les personnes d'un certain âge qui vivent dans des maisons qu'ils ne peuvent plus rester parce qu'elles se retrouvent seules. Les familles sont parties, un conjoint est parti également souvent, et qui se retrouvent à dire moi je veux rester dans ma maison parce que je ne veux pas aller en EHPAD. Donc avec l'habitat léger, il y aurait peut-être aussi des solutions de rebattre les cartes pour tout ce qui est l'habitat, entre guillemets, de fin de vie, hein, d'accompagner les gens justement avant d'aller jusqu'à l'EHPAD. Et ça serait également une vision différente que nous pourrions mettre en place de la qualité de vie que nous pouvons offrir aussi à nos habitants, à ceux qui viennent, mais à ceux qui vieillissent sur nos territoires. Et je pense qu'on devrait profiter du ZAN justement pour pouvoir mettre en avant davantage cette voie de développement. Oui, peut-être juste un commentaire, hein, ça fait écho à ce qu'on disait précédemment sur la capacité d'accueil des territoires. Le bien-être de la population s'inclut dans cette capacité d'accueil, dans cette résilience possible du territoire. Et notamment aussi sur tous les nouveaux modèles qui sont à inventer, des prises en compte aussi de modes de vie qui sont différents. Et c'est tout ça, ce vers quoi il faut pouvoir arriver dans cette déclinaison des objectifs. Alors c'est vrai qu'ils paraissent très mathématiques, et c'est là-dessus aussi que ça fait peur et que ça froisse, avec un temps qui est très court, mine de rien. Donc avec un compteur déjà parti, 2031, en cours de route, il y aura aussi un changement de mandature. Et c'est pas rien. Voilà, on a dans la salle des élus qui ont une longue expérience, dont d'autres pour qui c'est le premier mandat. Et voilà, il y a toutes sortes d'enjeux qui sont à prendre en compte et qui font que cet objectif, pour pouvoir le tenir, effectivement, j'ai envie de dire, il faut qu'on se serre les coudes. De toute façon, on n'a pas aujourd'hui les moyens sur ce sujet-là, mais comme sur d'autres au niveau de la région Bretagne, de se faire concurrence. C'est voilà, le temps de cette concurrence des territoires. Je pense que c'est cette loi climat et résilience, elle montre aussi qu'il est dépassé. Et juste en complément aussi, c'est vrai que c'est ce qui est enthousiasmant en fait avec ce qui nous attend, c'est que il y a plein de formes d'habiter nouvelles à inventer, nouvelles, et puis peut-être aussi à certains moments savoir un petit peu regarder dans le rétroviseur, parce que tout n'est pas à jeter de l'urbanisme passé. Et puis on a des exemples de nos centres-bourgs, de nos centres-villes, avec de l'habitat qui a été créé avec une densité plus importante que ce qu'on peut connaître dans certains quartiers, dans certains lotissements. Et donc voilà, je pense que c'est ça qui est très enthousiasmant, c'est qu'il y a plein de modèles à inventer pour tenir compte des modes de vie actuels, et puis aussi savoir s'appuyer sur notre patrimoine et le paysage qui est déjà existant. Juste peut-être pour terminer, ce que j'ai oublié de le dire, c'est vrai que aujourd'hui, cette loi, elle s'articule en plus avec un contexte où il y a une pression foncière importante sur la Bretagne, et en particulier sur le littoral breton. Et il faut aussi qu'on puisse travailler dans cet esprit-là. Et ce qui importe aujourd'hui, la difficulté aujourd'hui, c'est pas d'attirer de la population, hein, clairement. Voilà, c'est de savoir comment on maintient une population dans une diversité et dans un équilibre, hein, et qu'on n'est pas sur une population qui va être uniquement notamment de résidences secondaires ou de personnes qui viendraient en résidence principale mais passer leur retraite. Comment est-ce qu'on arrive à garder une vie équilibrée sur nos territoires? Monsieur, vous avez le micro, c'est à vous. Merci. Bonjour, Pierre Brûlé, architecte, vice-président pour le département du Finistère du Conseil de l'Ordre des architectes. Moi, j'ai une double question par rapport à tout ce qui a été dit depuis le début. Donc, on parle effectivement de quotas. Ça va rejoindre un petit peu les deux questions précédentes. On parle de quotas.
On parle d'urbanisation. Moi, j'ai pas entendu parler de paysage, d'architecture de manière générale, parce que vous parlez de nouvelles formes urbaines à inventer. Et pour moi, il est important d'associer l'intégralité des acteurs, et notamment sur les territoires des petites communes, sur l'identification du patrimoine existant, sur la manière de le mailler avec l'urbanisme des 20 dernières années, et sur la manière de le faire évoluer. Et on est souvent confronté aussi, en échangeant avec des élus de petites communes, à des problématiques qui sont liées à l'identification du patrimoine existant, où on voit fleurir des rénovations qui sont plus ou moins réussies, avec notamment des rénovations thermiques, on va dire plutôt ratées, qui défigurent aussi le paysage. Et donc voilà, ma question elle est double. La première, c'est comment on associe le paysage et l'architecture dans cette démarche-là, dans le SCOT et dans le SRADET. Est-ce qu'il y a une démarche de concertation avec les acteurs qui font aussi l'architecture et l'urbanisme? Et ma deuxième question, c'est y a-t-il des aides pour les petites communes au niveau de la démarche d'identification du patrimoine existant et d'accompagnement aussi de ces petites communes dans le développement de ces nouvelles formes urbaines? Première question, associer paysage, architecture. Juste peut-être pour dire sur les petites communes qu'on a un outil sur le Finistère qui est le CAUE. Qui vient en soutien justement sur l'ensemble des communes, sur les projets qu'ils peuvent avoir d'aménagement et qui prend en compte la totalité architecture, environnement, paysage. Et oui, vous avez raison de le souligner, c'est que ces nouvelles formes, ou en tout cas la manière de continuer à construire en Bretagne, elle ne peut pas se faire, enfin en tout cas elle associe nécessairement les professionnels de la construction, enfin les architectes, les paysagistes et les urbanistes. Ça, je pense qu'effectivement, c'est un impondérable. Et même au-delà de ça, je pense que ces professions ont aussi beaucoup à contribuer pour faire en sorte que les coutures urbaines se fassent, pour faire en sorte que ces nouveaux modèles, quelles que soient les formes qu'ils prennent, s'insèrent au paysage. Et puis aussi, il y a peut-être un type d'acteur dont on a assez peu parlé. Effectivement, vous avez tout à fait raison de parler des professionnels, des concepteurs du bâti et du paysage. Mais il y a aussi comment on fait s'approprier les habitants, les usagers, les citoyens à ces nouvelles formes, comment on les fait adhérer. Et là, évidemment, on a, je pense, collectivement un rôle pédagogique à jouer, et c'est par le dessin et c'est par ces formes-là aussi. Et donc, c'est notamment via vous qu'on peut collectivement faire adhérer à ces nouvelles formes et faire apprécier, montrer en tout cas qu'il y a une qualité de vie dans des formes renouvelées et souvent plus denses. Faire adhérer ces nouvelles formes tout en tenant compte du patrimoine existant. Et là, c'était la deuxième question, y aura-t-il des aides pour en tenir compte dans les petites communes? Alors, sur un plan purement administratif, le reste des règles ne change pas. Donc c'est comme avant, je serais tenté de dire, pour l'intégration des dispositions. Maintenant, vous me dites, oui, mais avant, peut-être pouvez-vous me dire, avant, ça n'a pas toujours été mis en œuvre, ces notions de regroupement des intelligences diverses n'ont pas forcément été mises en œuvre. Et voilà. On va avoir de toute façon un changement de façon de penser obligatoire, alors qui va toucher les élus, mais qui va toucher les bureaux d'études, qui en ont grandement besoin aussi. Pour l'instant, on a tendance à voir dans les dossiers qu'on voit passer chez nous en DDTM un schéma qui se répète. Pour tel type de taille de commune, on va avoir à peu près des projets qui vont être assez répétitifs parce que les bureaux d'études vendent leur soupe. Quelquefois avec beaucoup de compétences et de savoir-faire, mais ils vendent ce qu'ils savent faire. Voilà. On va être obligé de toute façon de se poser des questions, de se remettre en question, de se remettre en cause. Et là-dessus, je serais tenté de dire, le dynamisme des différents acteurs va leur permettre de placer leurs idées dans cette action-là, dans leur façon de s'intégrer dans les raisonnements à l'aune de l'évolution intellectuelle qui ne peut pas manquer d'arriver.
Voilà. Et sur la question des aides, il existe une DGD, une notation sur l'urbanisme de l'État qui permet effectivement de faire intervenir, d'aider à l'arrivée de bureaux d'études.